Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Thiemoko Meliette-Kone, a eu des échanges hier dans la matinée avec Daniel Kablan-Duncan, l'ancien vice-président. Une rencontre initiée par le nouveau vice-président pour prendre conseil auprès de l'ancien. Jérôme Kofi Amola est-elle témoin de ces échanges? On en parle en ouverture de cette édition. Il serait possible que cette année, la fête du travail, le 1er mai, coïncide avec la fête du Ramadan. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, était sur le plateau du journal de 20h présenté par Kolo Coulibaly pour apporter quelques éclairages quant à cette relative possibilité. On en parle également dans cette édition. Dans le secteur de la santé, 2 agents de santé ont été mis à la disposition de la justice pour avoir vendu à un parent de malade une poche de sang à 25 000 francs CFA, contre 3 000 francs CFA, prix homologué par le gouvernement, violant ainsi la décision d'uniformisation des prix de poche de sang fixée à 3 000 francs CFA. Ces agents ont été suspendus, de même que leur salaire. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. S'inspirer de l'expérience de son prédécesseur pour réussir sa mission. Voici l'acte de sagesse et de bonne foi manifesté par le vice-président de la République, Thiemoko Meliette-Kone, à l'égard de l'ex-vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le vice-président Thiemoko Meliette-Kone a eu des échanges hier dans la matinée, nous le disions à l'instant dans les titres, avec Daniel Kablan-Duncan, témoin de ces échanges, Jérôme Kofi Amola. Le vice-président de la République a rendu ce jour, vendredi 29 avril 2022, une visite de courtoisie à l'ancien vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan. Cette visite revêt plusieurs symboles. En premier lieu, l'ancien vice-président Duncan est un aîné du vice-président Kone avec qui il a précédemment travaillé à la BCEAO. Ensuite, l'ancien vice-président Duncan a eu l'honneur et le privilège d'ouvrir la fonction de vice-président de la République et y a donné un contenu. Au moment de commencer à exercer la fonction de vice-président, il était normal pour le vice-président Kone Thiemoko Meliette, s'inscrivant en cela dans une démarche typiquement ivoirienne, de venir saluer son aîné et prendre des conseils. Les échanges entre les deux personnalités ont été cordiaux et fraternels. Ils ont fait un tour d'horizon des progrès réalisés depuis 2011 par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, notamment en matière de social et d'infrastructure, ainsi que des défis à relever. Au terme des échanges, le vice-président Kone Thiemoko Meliette a dit s'être enrichi des conseils de son aîné et prédécesseur. Le vice-président a indiqué que ces conseils lui seront utiles dans ses missions aux côtés du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Et dans l'actualité, nous avons ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application des dispositions de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail et du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste le régime des jours fériés. Le dimanche 1er mai 2022, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le 1er mai 2022 étant un dimanche en application des dispositions susvisées. Le lundi 2 mai 2022, lendemain de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et justement, en rapport avec cette célébration du 1er mai, fête du travail, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara était sur le plateau du journal de 20h, présenté par Kolo Coulibaly pour apporter quelques éclairages, car il serait possible que cette année, la fête du travail, le 1er mai, coïncide avec la fête du Ramadan. Un extrait. Si cette probabilité se réalise, nous allons nous retrouver dans une situation où 2 cérémonies commémoratives devront avoir lieu. La cérémonie commémorative de la fête du travail et celle de la fête de fin de Ramadan. La fête de fin de Ramadan, qui est une fête familiale et une fête communautaire, mobilise les musulmans à y aller à la mosquée. Et après la mosquée, ils doivent faire des visites de famille, de sorte que ce serait quasiment intenable
que les deux fêtes soient commémorées dans leur activité le même jour. Le gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit le ministre que je suis pour discuter avec les centrales syndicales et le patronat. Des discussions que j'ai eues avec les centrales syndicales et le patronat, ils ont décidé d'avoir une attitude citoyenne en raison de la laïcité de l'État. Et cette attitude citoyenne s'est matérialisée par quoi? Ils ont accepté, si la fête de fin du Ramadan coïncide avec la fête du travail, c'est-à-dire ils consentent, c'est-à-dire le dimanche, ils consentent à ce que les activités commémoratives de la fête du travail soient reportées le lundi dans l'après-midi. Étant entendu que dans les textes en vigueur, depuis 2011, si la fête du travail tombe un dimanche, le lendemain, lundi, est férié. Si la fête de Ramadan tombe un dimanche, le lendemain est également férié. Depuis 2011, en plus des fêtes civiles, à savoir la fête de l'indépendance et la fête du travail, des fêtes religieuses ont intégré le périmètre de l'extension des jours fériés si la fête tombe le dimanche, à savoir la fête de Tabaski, la fête de Noël et la fête de fin de Ramadan. À l'instant donc, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. La fête du travail, d'où tire-t-elle son origine? Elle serait la conséquence d'une révolte de salariés américains qui réclamaient que soient respectées les 8 heures de travail journalier. Au fil du temps, le 1er mai a connu plusieurs évolutions avec différentes casquettes en termes de revendications avant d'aboutir aujourd'hui à ce jour férié, chômé et payé que le monde entier observe à cette date du calendrier grégorien. Retour sur la jeunesse du 1er mai avec Laure Goretti et Didier Nguessan. La fête du travail a des origines ouvrières et anarchistes vieilles de près de 140 ans. C'est à Chicago, le 1er mai 1886, qu'une grève générale est lancée et suivie par 400 000 salariés qui paralysent un grand nombre d'usines. Ils réclament la journée de 8 heures de travail, car à cette époque, la durée de travail pouvait monter jusqu'à 14 heures par jour. Les patrons de ces usines s'y opposent et le mouvement s'éternise jusqu'au 4 mai 1886. Lors de l'une de leurs manifestations, des policiers sont visés par une bombe. Le bilan est lourd, avec plus de 10 morts, 5 grévistes sont arrêtés et condamnés à mort. 3 ans après ces émeutes de Chicago, à Paris, l'Internationale ouvrière se réunit et adopte le 1er mai comme la journée internationale des travailleurs. En 1919, toujours à Paris, le Sénat ratifie la journée de 8 heures et fait du 1er mai 1920, à titre exceptionnel, une journée chômée. Depuis le premier jour du mois de mai est restée la journée internationale des revendications salariales et des défilés des travailleurs. En 1941, sous l'occupation nazie, le maréchal Pétain décrète le 1er mai comme fête du travail et de la concorde sociale. C'est de là que l'expression « fête du travail » est retenue. Paris, le 30 avril, le 1er mai devient alors journée chômée et payée et se caractérise par une interdiction légale de travail sans réduction de salaire. Et toute autre chose à présent, le mois de Ramadan, mois de jeûne et de pénitence, mais aussi facteur de rapprochement et de cohésion sociale. Dans ce reportage que vous allez suivre à l'instant, réalisé par nos reporters qui ont sillonné plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan, vous pourrez constater que fidèles musulmans et fidèles chrétiens, sans distinction de clivage religieux, d'ethnie ou d'origine, échangent des gestes de solidarité, de fraternité quand vient le moment de rompre le jeûne. Serge Pakom-Didi, Godfrey Okambawa. Chauffeurs de bus, de taxis, des artisans exerçant dans les stations de lavage auto, dans des salons de coiffure, rompent le jeûne dans les rues pendant qu'ils sont en plein boulot. Une initiative de jeunes bénévoles qui, 4 fois dans la semaine, témoignent de leur solidarité envers ces personnes exerçant dans ces secteurs d'activité. Ça fait 5 ans maintenant que nous faisons cela. 5e édition.
On le fait pour aider toutes les personnes qui descendent du boulot, les étudiants, les passants qui n'ont pas la chance de pouvoir remplir le jeûne. C'est pour faciliter cela, pour prendre un petit bout, le temps d'arriver chez eux à la maison. C'est ouvert à tout le monde, c'est laïque, chrétien, musulman. Notre association n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de bord politique, elle est ouverte à tout le monde. On est au volant, on est en train de travailler et puis ça considère que c'est à même moment qu'on doit couper le carême. Quand on nous donne ce genre de trucs, vraiment ça nous fait du bien. Et ils ont toute notre bénédiction. Des chrétiens également associés à ce moment de partage, comme c'est le cas avec cette riveraine qui salue à juste titre cette action. Chrétiens, musulmans, c'est même Dieu là. On est ensemble, on a la même chose. J'apprécie ce que vous avez fait. C'est le cas, continuer comme ça. En tout cas, je vous dis merci. Rupture collective du jeûne, moment de partage propice pour poser des gestes symboliques de rapprochement, de cohésion sociale entre les peuples et communautés religieuses du pays. Ici à Trècheville, Maliens, Sénégalais, Guinéens et des Ivoiriens musulmans et non musulmans partagent ce moment. Nous avons organisé une rupture collective parce que le mois de carême, c'est un mois de partage. Ce partage est lié à l'unité de l'Afrique. À l'unité de l'Afrique, surtout la jeunesse africaine. Nous sommes chrétiens. Ce que nous pensons de cette rupture collective, c'est ce que nous avons dit. Il est très important parce qu'avant d'être chrétien, avant d'être musulman, nous sommes d'abord africains. Donc c'est important que les Africains se retrouvent, peu importe la religion, se retrouvent, faire une rupture ensemble et puis s'adresser ensemble à Dieu. Ces actions témoignent encore une fois de l'unicité entre les peuples en Côte d'Ivoire. Cela en dehors des barrières religieuses et sociales. Dans cet esprit de partage et de fraternité, des gestes de solidarité en ce mois de Ramadan se multiplient. 1000 kits alimentaires ont été offerts par un particulier à la communauté musulmane de Diégounifla. 1000 kits alimentaires à répartir dans les mosquées de la ville, destinés spécialement aux personnes vulnérables. Eugène Atoubé. À Diégounifla, la communauté musulmane peut toujours compter sur ses fils et l'élan de solidarité des élus et cadres de cette localité. Pour la rupture du jeûne en ce mois de Ramadan, 1000 kits alimentaires ont été offerts au Conseil supérieur des imams, COSIM, de la localité, essentiellement destinés aux fidèles musulmans les plus vulnérables de toutes les mosquées de la ville. Ce kit alimentaire est composé de riz, de lait et de sucre. Le donateur Yacouba Kone, chef d'entreprise, y a ajouté de l'argent en espèces. On vient de recevoir des dons de notre fils. Notre impression c'est une joie qui nous anime. On est dépassés. On est dans le mois de Ramadan qui est un mois de partage et pour avoir été moi-même ici, tout petit, et je connais plus ou moins les difficultés que les parents endurent et j'ai décidé de venir soutenir les parents dans cette période-là qui paraît vraiment difficile pour l'ensemble des parents vivant ici. La communauté musulmane de Diégounifla, à travers le COSIM, dit merci à tous ceux qui l'accompagnent d'une manière ou d'une autre à affronter ce moment de pénitence, de piété, de foi, comme le recommande l'islam. Regardons à présent à cette habitude érigée désormais en tradition, et cela se passe au quartier Manioc de la ville de Daloa, dans le Haut-Sassandra. Chaque jour du mois de Ramadan, à la rupture du jeûne, une famille, la famille Koulibaly, partage de la bouillie de mil et un repas chaud à tous les enfants et adultes du quartier. Un sens élevé de la générosité qui s'inscrit dans les recommandations de ce pilier de l'islam. Moment de partage et de communion fraternelle. Théodore Zouzou, Abou Sanogo. Il est 14h15. Au quartier Manioc de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. À la cuisine de la famille Koulibaly, un opérateur économique, les femmes s'attellent à mettre les petits plats dans les gras pour la rupture du jeûne. Tous les composants d'un repas complet sont apprêtés, en plus de la bouillie de mil, afin de satisfaire toutes les personnes du quartier. Ici, c'est une tradition. Tous les jours du mois de Ramadan, le repas est servi à la tombée de la nuit à tous les habitants du quartier. Objectif : permettre à tout fidèle musulman d'accomplir dans les meilleures conditions ce pilier important de l'islam, mais également aux enfants et aux habitants du quartier d'avoir un repas. Comme le mois de Ramadan même le recommande, c'est un grand mois de partage et c'est ce message islamique salutaire que le vieux il a compris. Donc il fait tout son possible pour les démunis afin de rompre le jeûne dans les conditions plus salutaires. 18h, la file des enfants déjà prête s'impatiente, mais pas assez longtemps. Chacun à son tour est servi en bouillie et en repas complet. Cet acte de générosité à l'endroit des habitants va au-delà du quartier Manioc.
Que tu sois baoulé, que tu sois bété, que tu sois guéri, que tu sois gula, tout le monde vient prendre manger ici. Je témoigne ça. Franchement, ils font beaucoup de gestes pour le quartier Manioc. C'est le prolongement de nos actions. Et comme nous ne pouvons pas arriver partout, lorsqu'il pose ces actions-là, nous ne pouvons que lui dire merci parce qu'il nous permet de participer à l'élan de solidarité en ce temps de carême où tout le monde attend une bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons que lui dire merci. Le jour de la fête du Ramadan, la famille Koulibaly étend cette action de solidarité et de partage aux différents villages de la commune de Daloa en offrant un repas. Notons que les Koulibaly ont mis en place des forages pour résoudre un tant soit peu le problème des pénuries d'eau dans différents quartiers de la commune. Et quittons le quartier Manioc de Daloa, retour sur Abidjan pour suivre ce moment de rupture collective du jeûne en ce mois de Ramadan, également observé par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, l'AEMC, moment au cours duquel une conférence a été animée autour de la responsabilité des organisations de jeunesse dans le cadre de la cohésion sociale et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire, activité soutenue par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou. Outiangano Yogo, Didier Nguessan. Les membres de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, réunis dans un moment convivial autour d'un repas fraternel pour la rupture collective du jeûne musulman. Nourrit le corps, mais aussi l'âme. C'est une cérémonie traditionnelle aujourd'hui dans la vie de l'AEMC. Nous sommes à notre 7e édition. Le mois de Ramadan est un mois de partage. C'est l'objectif de cette rencontre. Une conférence animée pour amener les associations de jeunesse à prendre leurs responsabilités dans le cadre du vivre ensemble et de la cohésion sociale. L'initiative est soutenue par le ministre de la Jeunesse. L'inexpérience ne signifie pas l'incapacité de créer de nouvelles expériences. C'est à cette responsabilité tôt dans la vie que nous avons appelé la jeunesse afin qu'elle soit un facteur qui alimente le lien social, la convivialité. Cette rupture collective a un thème qui est la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est exhorter les jeunes de Côte d'Ivoire, bien sûr à travers l'AMC, de pouvoir préserver la cohésion sociale, que chacun donne le meilleur de lui-même pour que la cohésion sociale en Côte d'Ivoire se renforce. Le mois de jeûne musulman est un moment de partage, de pénitence et de spiritualité. Et à la faveur de ce mois de Ramadan, le cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, adresse un message de paix à la communauté musulmane. Il appelle au renforcement de la fraternité entre les différentes communautés musulmanes. Message recueilli par Grace Kando. Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, exprime sa grande estime et sa profonde amitié envers la communauté musulmane en cette fin du Ramadan. Durant ce saint mois, les fidèles catholiques, par diverses initiatives concrètes, vous ont assuré, par leurs prières et leur fraternité, leur proximité dans cette humanité commune qui nous relie en Dieu. Nous le savons tous, le respect mutuel est fondamental dans toute relation humaine, spécialement entre ceux qui professent une croyance religieuse. Ce n'est qu'ainsi que peut croître une amitié durable et sincère. Selon le cardinal Jean-Pierre Coutois, l'Aïd el-Fitr est l'occasion de rappeler les liens de fraternité entre chrétiens et musulmans. Puisse cette fête nous rappeler que toutes et tous, sœurs et frères, nous faisons partie de la même famille humaine, qu'elle nous incite à vivre davantage cette fraternité au quotidien, chacun là où il est, avec toutes celles et tous ceux qu'il ou elle côtoie. Pour Jean-Pierre Cardinal Coutois, il est bon d'intensifier le dialogue entre les différentes religions. C'est une recommandation du pape François lors d'une rencontre en 2013 avec le corps diplomatique accrédité au Saint-Siège. Et il faut aussi continuer de rester vigilant. La Covid-19 est encore présente dans notre pays, assure l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 29 avril 2022 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 664 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 7 guéris et 0 décès. À la date du 29 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 930 cas confirmés, dont 81 097 personnes guéries, 799 décès, 25 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 500 074. Le 28 avril, 17 805 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 327 747 doses du 1er mars 2021 au 28 avril 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Rappelons que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Dans le secteur de la santé, cette actualité qui n'est guère reluisante. 2 agents de santé ont été mis à la disposition de la justice pour avoir vendu à un parent de malade une poche de sang à 25 000 francs CFA contre 3 000 francs, prix homologué par le gouvernement, violant ainsi la décision d'uniformisation des prix de poche de sang à 3 000. Les faits se sont déroulés dans une clinique à Abobo. Dimanche dernier, 6 agents sont suspendus, de même que leur salaire. La clinique a été fermée hier dans la soirée. Didier Nguessan. La poche de sang pour la transfusion sanguine n'a pas de prix. Elle a un coût de cession de 3 000 francs CFA subventionné par l'État. Ce prix, uniformisé par un arrêté ministériel le 8 mars dernier, vise à lutter contre la surenchère et éviter qu'aucun malade ne meure pour défaut de produits sanguins. 2 agents de santé, un aide-soignant et un ambulancier du CHR d'Abobo, contrevenant à cette décision, viennent d'être épinglés par l'Inspection générale de la santé. Comme toute attente, certains agents de santé ont réussi à passer par les mailles du filet. Ils se sont dressés contre la décision étatique, vendant la poche de sang à 25 000 francs dans une clinique de la commune d'Abobo. 2 viennent d'être épinglés. Ces derniers sont frappés par les sanctions suivantes. La suspension de leurs activités et de leurs salaires, la mise à disposition de ces fautifs à la justice. Par ailleurs, la clinique où cette session de poche de sang a eu lieu à 25 000 francs va être immédiatement fermée. Aucun parent de patient n'intervient dans le circuit d'approvisionnement du sang aux malades qui part de l'hôpital demandeur au dépôt de sang du même hôpital en passant par le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, selon son directeur général, Konaté Seydou. La Côte d'Ivoire produit 160 000 poches de sang par an pour des besoins estimés à 250 000 poches, soit un gap de 90 000 poches de sang. Le gouvernement a octroyé un budget supplémentaire de 5 milliards de francs CFA, dont la moitié pour les intrants utilisés dans la collecte et la transfusion du sang. 2,5 milliards serviront aux investissements dans les équipements et infrastructures du Centre national de transfusion sanguine. Et dans la même veine, notons que le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, a animé une conférence de presse à l'effet d'accentuer la sensibilisation des populations sur la nécessité de donner son sang. Lors de cette rencontre avec la presse, il est revenu sur le coût du sang qui a été fixé à 3 000 francs CFA dans toutes les structures sanitaires publiques comme privées et a officiellement lancé une campagne portant sur la sensibilisation pour la promotion du don de sang et le respect du prix de la poche de sang. On retrouve Didier Nguessan. Le don de sang est un acte qui consiste à prélever entre 420 et 480 millilitres de sang par donneur en fonction du poids. Donner son sang, c'est sauver des vies. Malgré une politique volontariste et un réseau de banques de sang assez important, la Côte d'Ivoire continue de souffrir d'une pénurie fréquente en produits sanguins. Une sensibilisation accrue s'impose donc. Il faut que nous prélevions au moins 250 000 unités de sang en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous sommes autour de 160 000, 170 000. Donc, nous avons encore un gap à combler autour de 100 000 poches de sang. Et ça, il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il y a une demande forte et nous n'arrivons pas à couvrir les besoins nationaux. Le gouvernement a uniformisé le prix de cession de la poche de sang à 3 000 francs CFA,
tant dans les structures sanitaires publiques que privées, et cela dans le but de mettre fin aux spéculations sur les produits sanguins. Seydou Konaté, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, invite les populations à la vigilance. Il faut que la population sache que le sang, ce n'est pas 5 000, ce n'est pas 8 000, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 25 000. Le 8 mars, on a pris un arrêté qui dit que la poche de sang est à 3 000 francs, quel que soit le produit sanguin, quelle que soit la structure que vous trouvez. Grâce à la rallonge budgétaire de 2,5 milliards de francs CFA octroyés par le gouvernement au CNTS, des résultats satisfaisants sont obtenus. Il s'agit de l'augmentation des prélèvements de sang de 14 534 en janvier à 19 875 en mars 2022. Toutefois, la mobilisation doit être renforcée davantage car les besoins réels sont de 22 000 poches de sang par mois. Cet objectif ne pourra être atteint qu'avec la participation de toutes les populations et cela de façon régulière tous les 3 mois. La fraude sur le sang est réprimandée par la loi ivoirienne. Les fraudeurs seront frappés d'une amende allant de 100 000 à 5 millions de francs CFA et une peine d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans. Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, un élément de Sephora Zegui que nous retrouvons d'ailleurs dans cet élément vide ici. De 2013 à 2015, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ont soutenu la phase expérimentale de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres en Côte d'Ivoire. Ainsi, pendant 2 années, 595 instituteurs adjoints ont été formés dans les directions régionales de l'éducation nationale, Draine de Gagnoa et d'Abangourou. Le C2D, principal bailleur de fonds, voyant le succès du projet, l'a reconduit et l'a ouvert à d'autres branches de l'enseignement 9 ans après sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Quel bilan? Reportage. En 2013, ce sont 595 enseignants du primaire issus des zones rurales ivoiriennes qui ont été formés dans le cadre de la phase pilote du projet de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Après cette expérimentation réussie, à partir de 2018, IFADEM PAPDES a été mis en œuvre avec l'objectif de former 10 000 instituteurs, 15 000 directeurs d'école primaire, 1 000 chefs d'établissement et nous venons d'y ajouter, depuis le mois de novembre, 3 500 directrices d'école maternelle. 9 ans après, que devient ce projet commun de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie, piloté par le C2D? Dans un projet qui concerne près de 30 000 personnes, quand vous atteignez des taux de 85 à 90% de taux de réussite, et donc quand on atteint cet objectif-là, on ne peut qu'être satisfait. Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons à Daloa, l'une des villes à avoir accueilli le projet. Ambiance bon enfant dans cette salle de classe. On pousse plus haut. Plus haut. Bien, on pousse le tableau. L'institutrice, par ailleurs bénéficiaire de la formation, nous explique le changement qui s'est opéré dans sa manière de dispenser son cours. J'ai utilisé la stratégie 5 de IFADEM. La stratégie 5 permet aux enfants de mieux lire parce que cette stratégie décèle les mots en syllabes et en sons. Durant 10 jours, une mission conduite par la secrétaire exécutive de IFADEM PAPDES s'est rendue dans les DRENA de Bondoukou, Boaké, Korogo, Man et Daloa afin d'apprécier les résultats obtenus sur le terrain. Avec l'appui du CDD, l'AFD, le CDD, nous avons pu vraiment bénéficier de financements conséquents pour nous permettre de réaliser toutes ces activités. Compte tenu des livrets et des guides utilisés pour la formation, est le fruit d'un travail d'équipe faisant intervenir des experts nationaux et internationaux afin de répondre aux besoins de formation des bénéficiaires. Nous avons fait des entretiens, nous avons fait des visites de terrain. Tout cela nous a permis d'identifier les réels besoins de formation pour chacune des cibles et c'est à partir de là que les thématiques ont été proposées pour chacun des livrets.
Les acteurs, les encadreurs et bénéficiaires sont équipés de matériel technopédagogique pour suivre la formation et exécuter les activités. Les résultats commencent à être perceptibles dans les salles de classe et dans la gestion des établissements. Grâce à l'ingéniosité de l'équipe projet et à l'intérêt des acteurs pour les formations, le nombre de bénéficiaires a été largement dépassé avec la prise en compte des directeurs d'écoles préscolaires. Les problèmes d'accès à Internet dans certaines localités et la méconnaissance de l'outil informatique par des bénéficiaires ont constitué des difficultés auxquelles le comité de pilotage du projet, les encadreurs et les tutorés eux-mêmes ont trouvé des solutions. Nous avons créé un bassin, j'ai appelé ça bassin IFADEM, c'est-à-dire que les écoles qui sont proches, j'ai réussi à les regrouper 3-3 et ça m'a permis de les visiter et ça m'a permis de faire passer mes communications. Grâce au dispositif IFADEM-PAPDES, ce sont 86 tuteurs régionaux, 3 nationaux et 400 technopédagogues spécialistes de la formation à distance qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Démarré en septembre 2018 avec un financement d'environ 4 milliards de francs CFA octroyé par le contrat de désendettement et de développement C2D, le nouveau dispositif IFADEM-PAPDES en Côte d'Ivoire couvre 36 directions départementales et régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le projet va prendre fin en décembre 2022. Et dans l'actualité internationale, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, s'est dit profondément consternée par la suspension définitive de RFI, Radio France Internationale et France 24 par l'autorité de transition au Mali. Elle demande à la junte d'annuler cette interdiction et s'inquiète devant ces actions qui limitent, selon elle, la liberté de la presse et la liberté d'expression. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Agréable début de week-end. Dieu garde la Côte d'Ivoire.